Voilà, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Nous sommes en direct du ZCL News, de Canal 10, de RHT, Radio Haute Tension à Cap-Esther, Vélo et à Basse-Terre, et aussi le C10 FM dans la région. Vous êtes avec nous jusqu'à ce que nous ayons terminé. Alors aujourd'hui, on va recevoir dans un instant le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Je vais parler de Félix Fémin. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Ensuite, on va recevoir Eva Gérion et Tony Romuald. Tony Romuald, il est médecin. Pourquoi? Parce que c'est la période de la semaine ou le mois sans alcool, ça va être difficile pour certains, mais enfin, on le souhaite quand même. Et puis, Fabienne Kondo, aujourd'hui, on va commencer une nouveauté aux ZCL. Il y a toujours des nouveautés. C'est-à-dire, désormais, chaque jeudi, nous allons recevoir une communicante. Et en direct avec le lycée Gervais de Basse-Terre, les jeunes qui font le BTS Communication pourront interpeller ce communicant ou cette communicante sur le métier. C'est une manière pour nous, aux ZCL, d'aider les jeunes qui abordent la question de la communication et le métier de communicant, d'être réellement branchés, connectés. Et donc avec le prof de ses élèves, Madame Romuald, que nous saluons, et le proviseur aussi du lycée, José Victorin, que nous saluons, qui sont d'accord pour ce petit partenariat particulier. Et ensuite, nous allons recevoir Nathalie Jacobi-Coali, c'est la chronique habituelle, c'est à vous mettre, et elle va nous parler du secret médical. Qu'est-ce que le secret médical? Eh bien, vous saurez dans un instant. Sinon, l'actualité, c'est le point Covid, comme chaque semaine à la préfecture. Vous avez entendu déjà les résultats. On va encore entendre le préfet qui va annoncer les mesures restrictives liées à la crise sanitaire, l'obligation sanitaire qui a été décrétée par le gouvernement français hier. Et aussi, on va parler probablement avec Félix Fémin de ce qui se passe en ce moment même au gouvernement français par rapport à l'obligation vaccinale ou pas vaccinale. Les restaurateurs font le point sur les nouvelles mesures aussi. Olivier Félix était sur place et puis nous l'apprenons tout de suite. Il y a eu une mobilisation à Margaillard. Michel Depape était sur place. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News. Merci encore d'être fidèle, très fidèle même, au-delà même de nos espérances dans cette émission que vous retrouvez chaque midi du lundi au vendredi. Et nous allons parler politique avec le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Il y a eu deux communiqués sortis l'un après l'autre au niveau du parti. Le premier, c'était sur la situation sociale, et puis le dernier, plus récemment, investir le débat parlementaire pour obtenir l'adaptation de la loi sur l'obligation vaccinale et l'ouverture des négociations. Vous avez entendu Félix Fémin que le gouvernement français, son Parlement a déjà tranché. L'obligation vaccinale est passée à l'Assemblée nationale française et devrait aller au Sénat. Visiblement, les choses vont suivre leur cours. Alors, quelle est l'analyse? J'ai lu votre communiqué. Quelle est l'analyse que vous faites de cette situation particulière dans notre pays? Précisément, l'objet de ce communiqué, c'est d'essayer d'ouvrir une sortie de crise à la Guadeloupe, d'ouvrir une perspective, parce qu'il faut bien comprendre que ce qui se déroule là, par-delà la question du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, il y a une volonté depuis tantôt du gouvernement français de domestiquer la Guadeloupe, d'imposer sa loi des reins, non pas simplement la loi de la République, mais de mater le peuple guadeloupéen. Et la crise sanitaire n'est qu'un prétexte. Parce qu'en réalité, on l'aura bien compris, lorsque vous vous en prenez à un personnel soignant, que vous fustigez, que vous pointez du doigt, que vous cherchez à rendre responsable de la situation catastrophique que la Guadeloupe a connue il y a quelques mois, au mois d'août, c'est pour masquer en réalité la faillite de la politique sanitaire de ce gouvernement-là et de ses prédécesseurs. La situation sanitaire en Guadeloupe et les morts que nous avons connus, eh bien, ne sont que la conséquence de l'état déplorable du CHU, mais plus globalement, l'absence d'une politique sanitaire en Guadeloupe qui prenne en compte et qui s'appuie sur les réalités du pays. C'est donc pour masquer sa responsabilité, c'est pour pouvoir contrer la revendication légitime de la Guadeloupe à vivre mieux dans son pays, à pouvoir construire un pays différent, un pays qui puisse utiliser, valoriser ses ressources, ses richesses, que le pouvoir français, ne pouvant répondre à ces revendications-là, a entrepris et cherche une épreuve de force. Ça nous ramène à la situation que nous vivons depuis quelque temps.
il cherche une épreuve de force. Il ne faut pas oublier, M. Zandronis, que nous avons affaire à un État dont l'expérience colonialiste n'est plus à démontrer. L'un des États les plus féroces dans le domaine du colonialisme. Je ne vais pas vous faire l'injure ici de citer les crimes coloniaux de la France. Mais il est bon sans doute de le rappeler à nos concitoyens. Tout à fait. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, il s'agit pour nous précisément, et c'est l'objet de notre communiqué, d'ouvrir une sortie de crise. Il faut sortir de cette confrontation que l'État a instillée, a instaurée en refusant de discuter, de négocier, et dans laquelle tombent à pieds joints les élus de la Guadeloupe. Il faut une réponse guadeloupéenne. Il y a un cahier de revendications porté par un collectif. Il y a des élus guadeloupéens qui ont eux aussi... Alors, le collectif a la légitimité de la mobilisation sociale parce qu'ils sont élus et ils représentent une partie très importante du corps social guadeloupéen. Les élus, quoi qu'on en dise, ont la légitimité des urnes. Donc, il y a deux légitimités, non pas qui s'opposent, mais deux légitimités qui doivent se mettre ensemble pour faire valoir l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. L'État tire les ficelles et joue de la division en Guadeloupe. Il instille la division entre vaccinés et non vaccinés, entre les forces qui représentent l'ordre, mais on oublie de nous dire de quel ordre dont il s'agit. C'est l'ordre de la répression, c'est l'ordre de la domination, c'est l'ordre de la tutelle coloniale que l'État exerce sur notre pays, sur notre peuple, pour s'approprier de nos ressources. Il faut bien, et c'est notre devoir, notre responsabilité de parti politique, d'éclairer la lanterne de nos citoyens, de leur faire part de nos analyses pour qu'ensemble nous puissions trouver les réponses. Et les réponses ne sont pas dans un affrontement, celui que cherche l'État français, comme en 1967 et comme il l'a fait ailleurs, pour ratiboiser toute contestation et toute volonté et velléité de la Guadeloupe de se construire autrement. L'État veut mettre définitivement sa main et sa coupe sur le pays. Il ne faut pas que nous puissions tomber dans ce piège-là. C'est le sens à l'aune de cette problématique sanitaire qui n'est qu'un prétexte pour nous d'appeler à une proposition de sortie de crise. Ça signifie qu'il faudrait peut-être une médiation entre les deux parties, c'est-à-dire le collectif et les élus. On met l'État au sujet pour l'instant, on va y revenir tout à l'heure. Déjà, entre Guadeloupéens, il faudrait trouver un pont, un lionnage, comme on dit. Oui, mais pas de médiation forcément. Je pense que c'est pour ça que je parlais de deux légitimités qui coexistent, qui doivent se mettre ensemble. Il faut effectivement réouvrir le champ de la négociation. Je rappelle qu'il y a eu un protocole qui a été signé sur la base d'une proposition faite par le collectif des organisations sociales, auquel a répondu les élus de la Guadeloupe sur la manière d'aborder les choses et qui s'est retiré parce que l'État n'est pas présent sur la problématique à ce moment-là du pass sanitaire. Qui n'est plus pass sanitaire. Qui n'est plus pass sanitaire et qui est devenu, qui va devenir pass vaccinal. Oui. Mais il faut saisir cette opportunité-là, celle du débat parlementaire, non pas dans le cadre de ce que viennent faire un certain nombre d'élus. Et je dois ici saluer le positionnement, même si je ne partage pas sa vision de la Guadeloupe, d'Olivier Servat, qui a vu très clairement le piège et la manipulation dont le pays est victime. Il faut saisir, et je ne peux pas entendre d'ailleurs que d'autres élus, sénateurs par ailleurs, puissent dire, ben écoutez, c'est la loi des reins de la République et il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à se plier, il n'y a qu'à se coucher. Démarche reprise en cœur par un certain nombre de Guadeloupéens. Non, il faut, la politique, c'est prendre en compte le réel. Le réel guadeloupéen, c'est que plus de la moitié des Guadeloupéens ne veulent pas être vaccinés, en tout cas, ne veulent pas subir la contrainte et le chantage. L'obligation surtout. Le chantage, vous l'appelez obligation, oui, c'est vrai, mais c'est un chantage. Donc, il faut, et si le gouvernement voulait effectivement, c'est sans doute peut-être l'un des moyens de régler, non, de diminuer la problématique sanitaire, etc. Sans doute. Moi, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas les moyens de me prononcer là-dessus. Mais la stratégie qu'il met en œuvre, c'est une stratégie de provocation. Elle ne date pas d'aujourd'hui.
elle provoque parce qu'elle sait qu'en voulant imposer à la Guadeloupe et plus largement aux colonies sa méthode, il y aura un front du refus. Oui. Et on tombe à pieds joints dans ce panneau qui vise à opposer. La Guadeloupe a besoin aujourd'hui, dans la phase historique dans laquelle nous trouvons, de faire notre unité nationale sur l'intérêt supérieur du pays. Par conséquent, il ne s'agit pas simplement, nous ne voulons pas jouer au médiateur. Nous posons devant le pays l'urgence de trouver une solution guadeloupéenne. Parler d'une seule voix, même si on peut être en désaccord face à l'État français, et se mettre d'accord entre Guadeloupéens, d'abord sur une démarche qui vise dans l'urgence à répondre aux problématiques sanitaires de notre pays. Là, nous sommes confrontés à des risques imminents. Eh bien, il faut que nous puissions, entre Guadeloupéens, mettre en place la réponse qu'il convient. Et la réponse ne peut pas consister, on l'aura compris, à écarter des soignants. Des soignants qui se sont donnés corps et âme et qui sont, grâce à eux, moi je peux en témoigner pour avoir été moi-même atteint gravement au mois d'août, je peux témoigner de l'engagement des soignants guadeloupéens. Les petites mains, comme on dit, ce sont ceux-là qui sont au chevet quotidiennement des malades. Grâce à eux, nous avons évité une hécatombe plus grande que celle que nous avons connue. Et aujourd'hui, on les pointe du doigt. On tente de les rendre responsables de la situation sanitaire pour occulter le fait que la Guadeloupe était dans un état déplorable parce que la structure hospitalière majeure, celle du CHU, ne pouvait pas répondre. Et elle ne pouvait pas répondre parce que depuis des décennies, alors que les travailleurs de la santé n'ont cessé de pointer les insuffisances à tous les niveaux de cette structure-là, aujourd'hui, on veut les rendre responsables. Ce n'est pas acceptable. Et je demande aux élus guadeloupéens qui, sans s'en rendre compte sans doute, jouent aux pompiers pyromanes, de faire preuve un petit peu de circonspection, de ne pas jeter de l'huile sur le feu et d'assumer ce qu'ils sont, des élus d'abord guadeloupéens, c'est-à-dire au service des intérêts du pays Guadeloupe. Alors, derrière, quand même, cela dit, Félix Firmin, derrière cette crise sanitaire se pose le problème politique de la Guadeloupe toujours, parce qu'on a vu que le ministre des colonies a jeté sur la table la question de l'autonomie, dont vous êtes l'un des porte-parole en tant que membre du Parti communiste. Est-ce qu'on va rester sur la crise sociale, la crise sanitaire et occulter un petit peu la question politique? Non, on ne va rien occulter. La crise sanitaire que nous vivons est un élément. Alors, on parle de crise, j'aime pas trop le terme, parce que ça signifie quoi? Quand on dit crise, ça signifie qu'en temps normal, on a une situation idéale qui fonctionne, et puis là, subitement, on est confronté à quelque chose d'extérieur qui générerait une crise. Non. Le chaos de la Guadeloupe, l'impasse dans laquelle le pays se délite, est la conséquence du modèle global, politique, économique, social de domination, de suggestion, de tutelle que l'État nous impose, tutelle économique, tutelle politique. L'État nous impose une tutelle pour ses intérêts, pour s'accaparer des richesses de notre pays, celles de notre biodiversité, celles de notre espace maritime, parce que nous avons des ressources et des richesses. Mais nous ne pouvons pas les mettre en œuvre dans l'intérêt de notre pays, dans notre droit au développement. Donc, bien évidemment, M. Zandronis, que la question est éminemment politique. Il n'y aura pas. Nous l'avons toujours dit, mais ce n'est pas que la crise sanitaire qui le met en exergue. Il n'y aura pas de réponse au pays Guadeloupe, aucun pays d'ailleurs, aucun homme non plus, ne peut se développer dans la soumission, dans la dépendance. Il faut en sortir, mais ça, c'est de notre responsabilité de Guadeloupéens. Et on aura compris que M. Le Cornu, venant ici et agitant comme un chiffon rouge le drapeau de l'autonomie comme pour faire peur, s'est trompé. C'est encore une fois un petit coup du gouvernement français parce que nous dénions à quiconque d'autre qu'au peuple guadeloupéen le droit de décider quand il l'aura choisi, quand il considérera qu'il est prêt, à faire valoir son droit à la souveraineté, son droit au modèle politique de son choix. C'est ce qu'il nous appartient en tant que Guadeloupéens de construire ensemble. Pas simplement un cadre, mais un projet global qui, bien évidemment, nous donne, par le pouvoir politique, les moyens de mettre en œuvre un projet global, économique, social, culturel, qui s'appuie sur ce que nous sommes, un peuple qui a tous les droits reconnus au peuple, une nation
qui n'a pas d'État, mais qui doit pouvoir se construire et établir avec la France, avec l'Union européenne, avec le reste du monde, un autre type de relation qui s'appuie sur notre droit souverain, notre droit à la souveraineté, aujourd'hui que nous préconisons dans le cadre d'une souveraineté partagée avec la France, mais qui ne ferme pas, évidemment, la porte à une souveraineté totale lorsque le peuple guadeloupéen l'aura décidé. Donc, les questions sont connexes, mais c'est nous, Guadeloupéens, qui allons mettre en œuvre cette démarche-là quand nous l'estimons, et le moment est, je crois, venu pour construire ce projet-là ensemble. Alors, ce n'est pas dit dans votre communiqué de presse, mais je vous pose la question, est-ce que le Parti communiste est prêt à prendre son bâton de pèlerin, aller voir les élus et voir leur collectif pour essayer de trouver, non pas de médiation, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce terme-là, je vous l'accorde, mais essayer de renouer, comme vous le dites, le dialogue? Oui, nous avons lancé cet appel-là, mais nous continuerons, parce que ce qui est important pour nous, comme je vous dis, c'est d'éviter un drame à notre pays. C'est de ne pas tomber dans le panneau et le piège que nous tend le pouvoir français. Oui. Donc, je saisis l'opportunité que vous m'offrez au travers de votre invitation pour dire d'abord au collectif eh bien, qu'il faut qu'il élabore dans le cadre actuel un projet qui consiste à dire voilà les propositions que nous mettons sur la table pour, dans le cadre sanitaire, porter réponse à la venue proche, imminente de l'Omicron. Comment on fait pour pallier aux conséquences qui peuvent être lourdes et négatives pour la population, pour prendre en compte la santé des Guadeloupéens. Donc, de manière concrète, voilà les propositions à mettre sur la table. Et puis, j'interpelle les élus guadeloupéens, tous autant qu'ils sont, pour prendre en compte d'abord le fait que les Guadeloupéens, dans leur grande majorité, n'acceptent pas le chantage vaccinal et que, par conséquent, ils doivent user de tous les moyens dont ils disposent pour faire entendre à l'État français la nécessité de sortir ou d'aménager ou d'adapter, peu importe, trouver la réponse politique qui consiste à ne pas marginaliser, à ne pas priver des travailleurs de leur vie, de leurs moyens de vivre, donc de leur rémunération. Arrêter en Guadeloupe la mise en œuvre de ce chantage-là et surtout rétablir le personnel soignant dans leur légitimité de soignant. D'abord, donc, les rétablir dans leur métier, qu'ils puissent soigner. Quand on est soignant, on ne peut pas comme ça songer et être reconverti en mécanicien ou en ingénieur ou en une autre fonction. On a un métier et la Guadeloupe a besoin de soignants. L'état sanitaire de la Guadeloupe, par-delà la problématique du Covid, montre, et on le sait très bien, le besoin en soins, à la fois en soins, mais aussi en politique de prévention. Bref, rétablir, et c'est le rôle des élus, eh bien, de renouer le contact et ensemble, collectif et élus, porter face à l'État qui, dans le cadre actuel, a la responsabilité de la santé de la Guadeloupe, la revendication guadeloupéenne, surtout éviter le piège qui nous est tendu. C'est le sens de la proposition et effectivement des démarches que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre. Nous faisons notre travail de responsable politique dans l'intérêt supérieur de notre pays. Nous le faisons en toute discrétion parce que si nous voulons ouvrir une chance au pays, ce n'est pas en faisant les bateleurs de foire qu'on va y parvenir. Alors, deux petites questions pour terminer, puisque je vois que vous êtes venu avec le journal Nouvelles Étincelles. Il y a pratiquement 2 ans qu'il n'y a pas eu de fête de l'étincelle. Est-ce que cette année encore, on risque de ne pas l'avoir? Ou bien est-ce qu'on ferait j'ai envie de dire, une fête web binaire comme c'est un courant un peu partout? Non, mais vous avez raison de poser la question. Bon, la pandémie nous impacte tout autant que le pays. Mais nous l'avons dit, c'est une opportunité pour nous, Guadeloupéens, tous ceux en tout cas qui sont engagés dans une démarche globale d'émancipation, dans une démarche qui consiste à proposer, à construire un projet différent pour le pays. C'est une opportunité, cette crise-là, de travailler ensemble.
nous avons une proposition, vous le savez, c'est le BIC après Guadeloupe. Je rappelle, pour essayer de l'expliciter, il ne s'agit pas d'un coup, il ne s'agit pas d'une réunion ponctuelle, on fait un BIC. Non, non, il s'agit d'une démarche où on construit avec la Guadeloupe, les acteurs de terrain, les forces économiques, les forces sociales, les forces culturelles, les forces politiques qui sont d'accord à une démarche d'émancipation, à construire un projet global. Et c'est de ce projet global qu'émanera le cadre politique pour le mettre en œuvre. Et la fête de l'Étincelle, l'organe du Parti communiste guadeloupéen, eh bien, l'Étincelle a pour vocation de diffuser, de populariser, de vulgariser, de conscientiser le peuple guadeloupéen. La fête de l'Étincelle, on verra quelle forme on lui donne pour que ce qui porte le journal puisse être entendu dans le pays, mais on ne peut pas, vous l'aurez bien compris, au moment où nous sommes présagés de ce qui pourra être le pays dans 6 mois. Et c'est la dernière question. Pour le Congrès, c'est pareil, le Congrès du parti? Le Congrès, nous sommes en Congrès. On n'a pas arrêté de date. Le Congrès, mais nous sommes en Congrès, nous sommes en réflexion, nous sommes en Congrès, et ce qu'il y a de différent par rapport au Congrès précédent, sans doute, c'est que nous faisons et nous allons faire un Congrès dans le pays, c'est-à-dire avec les Guadeloupéens, parce que, et je le rappelle, le Parti communiste, M. Zandronis, c'est un outil au service de la lutte du peuple guadeloupéen pour son émancipation, au service de la lutte des travailleurs, au service globalement des couches populaires de notre pays. Nous portons et nous assumons la vision que nous avons dans ce pays-là, mais nous considérons qu'à l'étape actuelle de la Guadeloupe, qu'il faille organiser une union nationale des Guadeloupéens face à l'adversaire commun de tous les Guadeloupéens, qui est l'État colonial français. Il faut sortir de la tutelle, de la soumission, de la dépendance, pour construire et porter un projet guadeloupéen qui laisse la porte ouverte, eh bien, à ce que les générations qui viennent aillent plus loin. Mais nous avons l'impérieuse nécessité d'assumer aujourd'hui notre rôle historique, et pour ce faire, il faut sortir du quant à soi, des égoïsmes, des divisions qui marquent le courant de pensée du camp de l'émancipation. Il faut s'atteler véritablement à ce travail collectif. C'est en tout cas la proposition et notre travail en direction du pays. Ouvrons la voie à une autre Guadeloupe. Pour ce faire, dépassons les divisions stériles qui paralysent la construction de ce pays Guadeloupe. Merci Christian, pas Christian, non, Félix. C'est mon camarade. Je pensais à notre camarade Christian, c'est ça qu'on salue, je suppose qu'il nous regarde en ce moment. Et donc, bien, on attendra donc le congrès, comme il se fera, on aura des informations et puis on va vous retrouver. Mais il y a l'urgence, il y a l'urgence de la situation. De la situation d'abord. La réponse, et nous appelons d'ailleurs tous ceux et toutes celles en Guadeloupe qui partagent cette nécessité de sortir, d'avoir une issue à la crise, et bien de porter leur participation à la réponse guadeloupéenne qui s'impose aujourd'hui pour éviter l'affrontement que le colonialisme et que l'État français cherchent à mettre en œuvre. Voilà, il est 13h, première pause. On se retrouve tout à l'heure avec la suite de nos invités. Le prochain invité, ce sera Mme Eva Gérion et le docteur Tony Romuald. Avec lui, on parlera justement de l'addiction à l'alcool, puisque nous sommes dans la période justement où on demande aux gens de baisser Tibouin, arrêter. Ça n'est pas toujours bon, surtout au nombre d'accidents de la route qu'il y a eu l'année dernière. Et on sait que sur les routes, souvent malheureusement, c'est le problème. Donc on parlera de tout ça tout à l'heure avec le docteur Romuald. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h06. Nous recevons dans un instant le docteur Romuald. Bonjour. Bonjour. Et aussi Mme Eva Gérion. Bonjour. Bonjour. Tous deux sont des habitués du ZCL. Avec eux, on va parler de l'addiction, une addiction qui est quelquefois dangereuse pour le pays, puisque les accidents sur la route sont conséquence d'un taux d'alcoolémie quelquefois supérieur à la normale. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est comme chaque semaine, le point Covid fait à la préfecture en présence de l'ARS, Mme Denis Kipaobati, il a toujours, et du préfet, Alexandre Rouchat. Et hier, ils ont donné les dernières indications au vu de la progression stupéfiante, dit-on, du Covid. On regarde un peu ce reportage d'Olivier Félix.
Donc Omicron est majoritaire sur le territoire, ça y est, il est à 82% dans chaque prélèvement que nous avons et il gagne du terrain sur le Delta. Une nouvelle hospitalisation en réanimation, par exemple, la semaine dernière, donc ça continue malheureusement à en avoir, mais de manière peu importante à ce stade. En revanche, on commence à voir une remontée d'appels au SAMU, de passage aux urgences et d'hospitalisation en médecine. Or, quand on est hospitalisé en médecine pour le Covid, parfois ça se passe bien, parfois on bascule vers la réanimation. Donc, il faut vraiment attendre de voir. Je pense que la semaine prochaine, ça va nous dire comment ça évolue. Pour les enfants, moi je suis une maman et une grand-mère. Je ne cherche pas à être optimiste en leur faisant prendre des risques, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mieux être très attentif, faire très attention à eux et les faire se vacciner aussi. Parce que là, ce qui se passe, on le voit en métropole. Et là, on a eu finalement beaucoup d'hospitalisations, 5 hospitalisations pour des enfants, alors que vous voyez que chez les grands, ça évolue pas trop en ce moment. Donc c'est un point d'inquiétude. Ça veut dire que tous les enfants qui sont peu vaccinés, puisque leur groupe, et c'est normal, est peu vacciné puisqu'ils n'avaient pas accès à la vaccination, eh bien apparemment Omicron les touche particulièrement. On peut parler du couvre-feu de 22h à 5h du matin, ça va être la mesure principale. On va aussi avoir des mesures qui vont restreindre les activités sur les plages en bord de rivière et en bord de plan d'eau. Ce sera interdit entre 18h et 5h du matin. Il n'y aura pas non plus de possibilité de faire de pique-nique dans ces lieux. Et puis les rassemblements sur la voie publique seront aussi limités à 6 pour éviter qu'on ait une contagiosité qui soit importante. Regardez les chiffres qu'a annoncé la directrice générale de l'ARS. On n'a jamais eu des chiffres aussi importants. 4000 cas en 2 jours. C'est énorme en termes de chiffres. Il faut vraiment qu'on puisse maintenant prendre des mesures importantes. Vous savez, je suis désespéré pour la 2e année consécutive d'être obligé de gérer le sujet du carnaval qui est tant attendu dans une phase Covid. On va commencer déjà à travailler avec les groupes carnavalesques dès demain pour essayer de travailler avec eux sur une adaptation possible des répétitions, de toute la phase de préparation du carnaval. On a encore un peu de temps devant nous. Si on arrive à enrayer cette vague, peut-être qu'on pourra organiser quelque chose dans les temps gras du carnaval. Mais pas de débouler les dimanches ? Non, pas de débouler les dimanches, pas de débouler le soir, évidemment, puisqu'il y a le couvre-feu. Je crois qu'il faut que tout le monde imagine bien que c'est extrêmement important de respecter ces règles si on veut demain pouvoir faire quelque chose. Alors, nom Rochat, prénom Philippe, hein, si ça vous a échappé. Alors, on ne va pas quitter le domaine médical puisque on va parler avec un médecin et responsable de la lutte contre la dictologie en alcool. Bonjour docteur, bonjour Madame Gérion. Alors, Madame Gérion, la mutualité d'une manière générale se préoccupe beaucoup de la santé des Guadeloupéens, on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. En termes justement d'addiction, on s'est dit qu'on va laisser le soin aux spécialistes de détailler tout cela. Oui. Mais nous intervenons dans l'esprit d'accompagner justement les gens atteints d'addiction. Justement, nous avons des prestations spécifiques. Oui. Quand peut-on parler d'addiction de votre point de vue? À quel moment on parle d'addiction? On parle d'addiction quand la personne est vraiment atteinte par c'est lui le spécialiste qui abuse des substances. Des substances justement, interdites. Alors, docteur, justement, j'ai envie de vous demander, est-ce que par rapport à chaque année, vous faites ce parcours médiatico-scientifique, j'ai envie de dire, sur le problème de l'alcoolémie, est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge un peu? Alors, est-ce qu'on a l'impression que ça bouge? En tout cas, ça bouge dans nos consultations parce que les gens viennent régulièrement. Après, comme ça, être passé chez vous ou ailleurs, on voit des personnes appeler le réseau addiction du JPRASPEC, on voit des personnes appeler les différents services services hospitaliers EXAPA. Donc, ça bouge. Maintenant, c'est la conscience collective. On ne parle pas qu'aux personnes dépendantes, on parle aux personnes comme vous et moi qui peuvent à un moment, après les fêtes, pendant les fêtes, abuser, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a abusé, mais on a une tolérance suffisante qui fait qu'on a quand même abusé. Oui. Donc, c'est dire aussi aux personnes qui ne seraient pas dépendantes, qui n'auraient pas de problème, mais qui seraient un peu en usage un peu excessif déjà, voire avec quelques dommages, de réduire, de contrôler, de trouver les bons moments, s'il faut vraiment boire, de trouver les bons moments, et finalement, dans ce mois de janvier, de dire, pourquoi pas de défi, pas d'alcool pendant ce mois de janvier. Oui. Donc c'est l'occasion en tout cas de dire à la population qu'on peut vivre sans, qu'on peut totalement passer des bons moments sans, et même avec d'autres plaisirs. À quel moment on peut parler d'addiction pour un citoyen? On parle d'addiction quand on ne peut plus s'en passer. On parle d'addiction
que même lorsqu'on a des effets négatifs de sa consommation, ça peut être accident, ça peut être des problèmes de santé, malgré ça, on va continuer. On parle d'addiction quand on ne peut pas s'en passer et que lorsque on est déjà dans l'excès, bien sûr, on est dans la répétition de l'excès et que lorsqu'on commence à réduire et à diminuer, on voit des effets apparaître, des effets sur le corps, des effets dans la tête et donc on parle de symptômes de sevrage. On parle d'addiction quand on commence à utiliser plus que de prévu. C'est plus souvent, c'est plus et c'est plus fréquent qu'on en aurait voulu. Donc tout ça fait, et ça fait un certain nombre de critères qui nous disent attention, la lampe qui s'allume, on est dans des phénomènes d'addiction, il faut consulter, il faut voir un spécialiste pour ça. En fait. Donc ça veut dire qu'un verre ça va, 2 verres ça va? À partir de combien ça ne va plus? Alors un verre ça va, j'oserais même dire un verre c'est fonction de qui nous sommes quand nous buvons. Est-ce que nous sommes quelqu'un avec une bonne santé physique et psychique? Et là, un verre, ça va dépendre aussi du goût, du contexte. Oui. Est-ce qu'un verre à 7 h du matin, je dirais non. Si vous me dites maintenant que je suis en bonne santé, que je n'ai pas de pathologie psychiatrique, somatique, enfin sur le corps, que je vais bien dans ma tête et tout ça, qu'on est dimanche midi, qu'il est midi, je prends un verre, mais un verre standard. Parce que nos verres, si on parle de verre, et encore plus quand on parle de nos alcools que nous produisons, quand on prend un verre de rhum, parfois c'est 3 verres standards que nous avons pris rapidement. Ah bon, c'est 3 verres? Mais oui, parce que vous savez, les quantités, c'est 2, pour donner un chiffre. Un verre standard de rhum, c'est 2,5 centilitres. Un verre standard de vin, c'est 10 centilitres. Donc on a un rapport de 1 à 4. D'accord. Si on prenait la même quantité de rhum et de vin, on est à 4 verres standards. Je vous rappelle quand même que les Guadeloupéens, les hommes guadeloupéens, pour ne pas vouloir parler des femmes, mais parfois on a l'impression que quand on a pris un verre trop petit, les gens vont nous regarder, que dit qu'il est missier. Donc on essaie toujours un peu d'aller plutôt vers le haut. Et donc parfois aller vers le haut, c'est prendre trop. C'est être déjà dans l'excès. Avec eux, on est déjà dans l'excès. Avec eux, on est déjà dans l'excès. Oui, parce qu'on a bu 3 verres standards en un verre. D'accord. Et vous savez bien, Guadeloupéens, on a des traditions, on a des paroles qu'on dit, pas pâtissier en sel pied, enfin. On a des choses qu'on dit, même si les jeunes ne disent pas ça, mais on a envie de prendre le deuxième. Donc ça veut dire potentiellement, en un moment court, on pourrait avoir bu entre 4 et 6 verres standards. C'est énorme. Un verre standard, c'est 0,20 g. Alors, je ne parle pas de la route. Hein. Si on a bu 3 verres standards, on est à 0,60. Donc on a dépassé 0,49. D'accord. Et je rappelle que déjà après un seul verre, en fonction de qui on est, on peut avoir des effets. Il y a des personnes qui vont avoir la voix qui monte un petit peu, d'autres qui vont commencer à parler un peu plus fort, être un peu plus agressif verbalement, à réagir plus brutalement, etc. Sur la route, on ne fait pas trop attention. Dès un verre, on a des conséquences. Donc le verre là, oui, pourquoi pas, si on n'a pas de maladie, regardez le contexte, et si on pouvait se limiter à un verre, ce serait bien. C'est pas mal. Alors c'est vrai que quand on va nous dire aux gens Noël, 31 décembre, comprenez, les gens vont choisir une bonne bouteille, etc. Il faut quand même qu'on se dise que nos actions, il faut qu'on les regarde, il faut qu'on s'observe. Il ne faut pas qu'on observe simplement le voisin, il faut qu'on s'observe soi-même dans son comportement, dans sa relation à l'alcool, parce qu'il peut être très complexe et parfois, quand il a posé un dommage, on ne peut plus rien réparer. Hein. Vous savez, quand vous avez fait l'accident, et quelles que soient les conséquences, il est là. Hein. On se dit, mais si j'avais su. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de savoir, et l'occasion de savoir, c'est de se dire qu'on peut se passer de cet alcool pour les bons moments de notre vie en Guadeloupe. Madame Gérion, vous confirmez un petit peu, parce qu'il parlait en général des hommes, mais est-ce que pour les femmes, c'est pareil? Alors, je pense que s'agissant des femmes, elles sont un petit peu plus modérées. Plus modérées. C'est vrai, ça, j'ai envie de dire, plus modérées. Des fois. Alors, j'ai pas voulu. Je laisse Madame parler, mais j'ai pas voulu absolument tout de suite parler des femmes. Mais vous savez. Alors, les femmes d'antan, enfin, il y a des générations qui ont... Il y avait des alcools, il y avait des petites choses, anisettes, enfin... Les jeunes femmes aujourd'hui boivent du rhum comme tous les hommes. Les jeunes femmes, mais les jeunes femmes aujourd'hui boivent des... Alors, elles boivent des bières, elles boivent du rhum. Alors, peut-être pas sec. Oui. Enfin, c'est plutôt rare, mais on va dire que c'est quelque chose de... On a intégré dans notre culture la culture du bien apprécier les choses. Et du bien apprécier les choses, bien apprécier les alcools, et notamment le rhum. On voit des femmes... On peut parler du mot, on dit siroter. On voit des femmes prendre du rhum blanc, prendre du rhum vieux. Et ça, je dis aujourd'hui, s'il y a quelques années, on pouvait les regarder, tirer les yeux. Maintenant, ça passe comme tout le monde. Elles boivent comme tout le monde, elles traînent. Et elles font dans la société quelque chose de valorisé, je rappelle. Hein. Boire est un phénomène valorisé dans notre société.
c'est ne pas boire qui est dévalorisant. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive qu'il ne boit pas? Il est Bon, MC, bah ouais. voilà, il est malade, on lui a dit de ne pas boire. Voilà, on a des toutes choses un peu vilaines qu'on va dire aux gens. Oui. Mais clairement, les femmes boivent. Alors, c'est toujours dangereux, hein, plus dangereux parce que, il faut se le dire quand même, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Les femmes ont un système qui fait qu'elles métabolisent moins bien l'alcool que les hommes. Ça veut dire qu'à quantité égale, les femmes vont avoir plus de conséquences que les hommes. Oui. Ça veut dire qu'à quantité égale, pendant un long terme, elles vont faire des complications graves, cirrhose du foie, plus rapidement que les hommes. D'accord. Je reviens vers vous, Madame Géry. Ça veut dire que ce que me disait le docteur, que les jeunes femmes consomment beaucoup, mais dans votre jeunesse, est-ce que les jeunes femmes consommaient de l'alcool déjà? Eh bien, figurez-vous, les femmes ont toujours consommé, mais je reste sur ma position, je persiste et je signe. Oui. Je dis que les femmes ont toujours été plus modérées, un petit peu, elles se disent, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est le qu'en dira-t-on, Oui. n'est-ce pas, qui prédominait, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, peut-être qu'elles se cachaient, mais comme il dit si bien le docteur, peut-être que, comme on dit entre guillemets, les filles se disent, on n'a pas de combine. Donc, elles consomment, mais d'une manière, à mon sens, plus modérée. Oui, alors on va quitter l'alcool, on va prendre le tabac, docteur. Est-ce que l'addiction à l'alcool est plus forte en Guadeloupe que l'addiction au tabac? Ah non, clairement, on consomme moins de tabac. D'accord. Le tabac, clairement, par rapport à la métropole, on sait, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, c'est un fait, heureusement d'ailleurs. C'est pas dans notre culture, c'est ça? C'est un peu moins dans notre culture. Oui. Ceci dit, il faut toujours pondérer. Vous savez, on est toujours à distance des choses. Oui. On a vu des choses apparaître. On voit des générations, les nouvelles générations, consommer plus de tabac que les anciennes. Oui. On voit que ceux qui boivent de l'alcool fument plus souvent que ceux qui ne boivent pas d'alcool. On voit que le tabac accompagne d'autres addictions. C'est ce que j'allais vous dire, cannabis, on passe du alcool, tabac voilà. au cannabis. Oui. Voilà, exactement. Oui. C'est Donc, la porte ouverte, le tabac voilà. c'est la porte ouverte. Ça peut être la porte ouverte, mais ça veut dire aussi qu'on a un cerveau qui, avec le circuit de la récompense, le circuit qui va créer la dépendance, ce circuit-là est déjà un peu open dans la question des addictions. Donc, quand même, il ne faut jamais dire on est épargné. Je pense qu'il y a quand même des tabagiques en Guadeloupe. Et vous savez que l'alcool, le tabac, c'est une quantité de maladies inimaginables, que ce soit cardiovasculaire, mais que ce alors, soit le cancer. j'ai envie de vous dire quand même, j'entends de plus en plus dire que le cannabis peut être un médicament. Alors, c'est pas le cannabis, c'est le cannabidiol, le CBD. Oui, alors, le CBD. Alors, le CBD, vous savez, on est en train d'en sortir. Là, on va des boutiques tous les jours, fleurir. Peut-être même devant chez vous, il y a déjà une boutique. Oui, je veux dire, on a inventé un médicament universel. Alors, je veux dire, il faut qu'on arrête. Quand c'est universel, franchement, c'est que c'est aussi dans la tête. Oui, c'est pas il ne faut pas aller prendre ça. On a l'impression que ça va tout guérir, ça va tout soigner. Et tout le monde va se sentir très bien. Il suffit de prendre un peu de CBD partout. Je pense qu'il faut... Alors, ce qu'il faut dire quand même, ce n'est pas une substance psychoactive. C'est une substance qui n'est pas comme le cannabis, comme le tétrahydrocannabinol, qui lui est la substance psychoactive qui est interdite. Hein. En tout cas en France, elle est interdite et dans d'autres pays d'Europe. Dans certains pays, c'est autorisé. Voilà, c'est autorisé, avec les conséquences que l'on connaît. Donc, le CBD, pour l'instant, il ne faut pas qu'on en fasse le miracle là, qui va tous nous sauver de toutes nos difficultés psychiques et tout nos trucs. C'est aussi bien d'aller faire un peu de sport, de manger sainement, de regarder des choses saines, de faire des choses saines. On est tout aussi bien. Et quand on passe du cannabis, de l'alcool vers le tabac, vers le cannabis, on dérive vers la cocaïne? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas lié. Alors, des études ont pu montrer à l'époque, oui, que tous les consommateurs de crack avaient fumé du cannabis. Vous savez, de façon naturelle, on commence par le produit le plus accessible. Rarement les gens... Et moins cher aussi. Et moins cher. Rarement les personnes ont commencé par le crack. Quelqu'un qui dit j'ai commencé mon addiction par le crack, c'est très étonnant. On a commencé peu de jeunes, adolescents, par les produits les plus licites. Alcool, je rappelle que l'alcool commence en famille. Tabac, c'est autorisé. Et puis on passe à des produits illicites, un peu moins mal vus, le cannabis. Et puis pour certains, un petit nombre pourrait passer au crack, pourrait passer à la cocaïne. Mais vu le nombre de personnes qui consomment de l'alcool notamment, le nombre de personnes qui consomment du cannabis, c'est un faible taux. Sinon, ce serait toute la population cannabis, ce serait la cocaïne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La même question pour les femmes? Pareil. Elles fument autant que les hommes? Les femmes, à une époque, ça a changé. À une époque, c'était la seule addiction où les femmes dépassaient la consommation des femmes, des hommes. Ah bon? Il y a 4-5 ans, c'était ça. Aujourd'hui, voilà, les femmes consomment bien.
mais c'est à peu près au même niveau. Non. Mais les femmes consommaient plus de tabac que les... Madame Gérion, vous avez connu des femmes qui fumaient? À mon époque, quand j'étais plus jeune, effectivement, il y a des femmes qui fumaient, mais pas comme maintenant. Oui. Là ça fuse de partout. Les femmes fument, elles fument. On les voit même dans la rue. Absolument. Elles ne se cachent plus, justement, malheureusement. Et les jeunes femmes, le cannabis, bien sûr, comme les jeunes hommes, Voilà, c'est un phénomène. Voilà. Il y a des âges pour tout. Alors, autant l'alcool, on va retrouver, on pourrait dire, de 7 à 77 ans, pour ne pas reprendre une chanson bien connue, jusqu'à l'alcool. Le tabac, on peut aller très loin aussi dans la vie, mais on a des conséquences sur la respiration. Le cannabis, c'est un perturbateur du système nerveux central. Je veux dire, quand on commence à approcher la cinquantaine, ou un petit peu plus, on le met un peu de côté, parce que du coup, c'est pas de l'eau qu'on boit, c'est un produit quand même qui perturbe beaucoup, et donc on retrouve moins de personnes âgées, de personnes à la retraite fumant du cannabis, par exemple. Alors, les deux autres aspects, c'est les jeux de hasard et de l'argent, le tiercé, le loto, etc. Madame Gérion pose la question, c'est fréquent en général, vous sentez ça, cette pression des jeux concernant le jeu d'argent, les gens se disent, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, ils sont obligés de jouer pour pouvoir compenser ce qu'ils ne peuvent pas recevoir par le biais de leur travail. Et donc, ils font ça à côté, donc... c'est la conjoncture peut-être qui le veut, la conjoncture actuelle. Et ça devient actuelle. Une addiction. Alors, on a une addiction au jeu, effectivement, au jeu d'argent, on appelle ça le jeu pathologique, mais je veux dire, ce que vient de dire Mme Gérion, c'est que le joueur, quand il dit ça, il perd plus qu'il ne gagne. Donc, quand on se dit qu'on va utiliser le jeu pour gagner, si le jeu existe, c'est parce que le jeu sait très bien qu'il va plus faire perdre les gens que gagner. Clairement. Alors, quand on est addict maintenant, on a cette pensée qu'on appelle une fausse croyance qui est que aujourd'hui, là, c'est le bon jour, le soleil s'est levé, on ajoute plein de choses. Ah non, je vais gagner. Et parfois, on va jouer des sommes folles. Et parfois, on a tout perdu. Parfois, on a perdu sa retraite. Et donc, c'est des choses graves. Et sa maison, bien sûr. Alors, le phénomène le plus grave, c'est qu'on peut ne pas se déplacer. Avant, on voyait les gens aller jouer au PMU. On en voit encore. On voyait les gens aller jouer au casino. Maintenant, vous savez, vous prenez votre portable, vous téléchargez un jeu là et vous dites, mais j'ai joué. Et on vous dit, vous avez une notification, vous avez perdu, vous avez gagné. Donc, vous faites chez vous et donc vous n'embêtez personne, on ne vous voit pas, vous êtes invisible, mais vous faites partie de ceux qui jouent et qui perdent. La vidéo, pour les jeunes? Les jeunes sont beaucoup à la vidéo aussi, bien sûr. Alors, c'est un phénomène de mode, même nous-mêmes, vous savez, vous avez vu, dans les mouvements sociaux, là, on a tous reçu des vidéos de notre directeur qui s'est fait agresser. Enfin, tout le monde, on reçoit d'autres vidéos. Et donc, on est quand même là-dedans. On est quand même dans ce modernisme, dans cet écran qui remplit tout. L'écran est là pour nous donner l'heure, pour nous donner la musique, la vidéo, nous permettre même d'aller chercher des choses très sérieuses sur la médecine, par exemple, ou sur la scolarité, les informations, mais on a tout. Je veux dire, on est là, mais on est en Chine, on est en Australie, on est partout. On est avec les États-Unis, Joe Biden. Enfin, je veux dire, clairement, à bon escient, c'est un produit formidable. D'ailleurs, vous avez vu, on a dit tout numérique. Vous recevez votre fiche d'impôt, vous savez tout sur le numérique. Alors du coup, il faut connaître qui on est, à nos âges. Alors quand c'est nos âges, on arrive encore, quand on commence comme ça, on ne va pas en faire une addiction. Mais quand ça commence chez les jeunes, là, ça remplit l'espace. Encore plus si on est un peu timide, si on a du mal avec les autres, si on a du mal à aller, on n'a pas beaucoup d'amis. Et donc on voit bien que on va jouer en ligne, on va avoir des vidéos. Donc ça va combler aussi tout ce qui a à combler, ça va soulager nos tristesses, nos angoisses. Et donc ça va prendre une place de plus en plus importante. Et donc l'addiction est là. Mais alors, Mme Gérion, avant de revenir au docteur pour la dernière question, à votre âge, vous avez connu les deux étapes où il n'y avait pas de jeux vidéo. Et aujourd'hui, alors, comment une personne comme vous, avec vos enfants, vos petits-enfants, vous vivez ça? Finalement, on est obligé de s'adapter sans pour cela devenir addict. Force est de constater que maintenant, on vous dit tout doit se faire en ligne, n'est-ce pas? Et on est obligé d'être tout le temps après son écran, tout le temps connecté. Voilà, il faut être connecté, n'est-ce pas? Si on ne l'est pas, dans l'ère du temps, on perd un petit peu les pédales. Et on est obligé d'être... On fait même des stages pour les seniors maintenant, pour les aider à se mettre... Alors, quelles sont les conséquences sociales de tout ça, de ces addictions, de toutes ces addictions? Si on prend toutes les addictions, on va passer des conséquences sociales, bien sûr, mais
On a parlé d'accidents dans la voie publique, on a parlé des agressions, on a parlé des comportements un peu violents les uns avec les autres, et puis on a toutes les conséquences sur la scolarité, sur le travail, sur la vie familiale, sur la santé. Aussi. La santé physique, la santé psychique. Donc on a un éventail de conséquences qui bien sûr va être fonction de l'addiction. Hein. On est bien d'accord que l'addiction aux jeux vidéo ne va pas donner les mêmes conséquences, mais on peut avoir des conséquences communes. Mais ça vient aussi j'allais dire, les conséquences viennent aussi sur des pathologies parfois. Hein. Il ne faut pas oublier que quand on a une pathologie psychiatrique, quand on a de la dépression parfois, c'est un facteur de risque de faire plus facilement addict. Par exemple. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi l'aggravation de maladies telles que la dépression, telles que la schizophrénie, par exemple. Alors, pour les gens qui nous regardent en ce moment, docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Je suis sûr que sur les 10-15 000 personnes qui regardent le midi, il y a peut-être 2 ou 3 personnes, enfin 2 ou 3, je suis gentil, quelques personnes qui sont victimes d'addiction. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Mais qu'ils en parlent. Première chose, qu'ils en parlent à leur médecin traitant, ou sinon qu'ils fassent un numéro 05 90 47 17 00. Redonnez 05 90 47 17 00. Et on va les orienter vers les structures de soins en fonction de leur âge et en fonction de leur territoire de vie. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Sans honte. Sans honte. On n'est pas là pour juger. L'addiction, pour donner une définition un petit peu plus acceptable, c'est une manière de résoudre des histoires de vie. Vous savez, parfois on a des histoires de vie personnelle, des histoires de vie familiale, compliquées, maltraitance, viol, toutes sortes de choses. Hein. On a vécu des maladies et puis parfois l'addiction va essayer de résoudre ça. Donc, on n'est pas là pour les culpabiliser, on est là pour les écouter, pour voir comment on peut les aider à faire différemment, mais en les accompagnant. Pas en disant, mais vous venez pour arrêter. Non, on ne vient pas pour arrêter, on vient pour voir si on a un problème. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va faire ensemble pour changer de direction. Bien, on vous remercie. Justement, on n'a pas fini, hein, puisqu'il faut aussi qu'on précise que les mutuelles accompagnent. bien sûr. Les mutuelles accompagnent. Alors, quoi proposent les mutuelles pour ça? Alors, en fait, il faut savoir que certaines mutuelles, entre autres la MNT, font des actions pour éviter qu'on soit addict, les actions préventives, n'est-ce pas, et mettre en œuvre des modalités pour venir en aide aux adhérents. Entre autres, en fait, ils proposent des garanties aux services souscrits par les adhérents et en leur offrant des prestations spécifiques, c'est-à-dire des remboursements sur les substituts nicotiniques. Comme le patch, un forfait médecine douce, à l'instar de l'acupuncture. Et enfin, des remboursements sur les consultations psychologiques. Et voilà un peu ce que proposent les mutuelles pour leur venir Toutes les mutuelles certaines mutuelles, entre autres la mutuelle nationale territoriale, en tout cas. J'imagine. Vous prêchez pour votre mutuelle, comme vous dites. Et vous avez raison. Un contact quand même pour la MMD? Alors pour la MNT, il y a un numéro 09 920 920. 920. Voilà. Et pour la mutualité française aussi, je me rappelle. On va avoir le numéro tout à l'heure s'afficher parce qu'on a le visuel. Voilà, il y a le visuel. En tout cas, on vous remercie. Et puis, c'est le mois de la non-addiction. Voilà, le défi sans alcool. Le mois sans alcool. Le mois sans alcool jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Bon, mais si on veut continuer, on peut. Il n'y a pas, au contraire, c'est recommandations. Vous savez, ça fait du bien au corps. Se mettre un peu au vert. Parce que parfois les fêtes, on peut être. Vous avez entendu, les gens qui nous regardent, un mois sans alcool. Un mois sans alcool. On met sur pause. Voilà. 13h30. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec notre avocate qui va nous parler du secret médical. Et puis aussi, on va recevoir tout à l'heure une communicante avec elle. On fait un petit point sur la communication en direction des élèves du lycée Gervais Sébastien. Tout de suite. Voilà, il est 13h36. On va recevoir deux dames, deux femmes. D'abord, notre juriste favorite et appréciée, c'est à vous mettre. Bonjour Nathalie. Bonjour Danick. Ça va? Très bien, merci. Bonne année pour toi. Mais on veut pareil, bonne année. Pareil, bon. Et bonne santé. On reçoit Fabienne Kondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication, directrice de la communication de l'académie. C'est ça. Et vous savez que vous êtes regardé en ce moment aussi par des étudiants de BTS Communication à Basté, au Gervais-Riache. Très bien. On va en revenir tout à l'heure, on va parler de vous. Alors pour l'instant, on va parler d'un sujet d'actualité, c'est le Covid. A-t-il des incidences sur le secret médical? Première question, Nathalie. Ah, il n'y a pas de générique? Générique, oui, il est parti, je crois qu'il avait envoyé. Générique, c'est parti.
Oui, Nathalie, bonjour. Alors, il y a une loi du 11 mai 2020 qui a été prorogée, etc., pour l'état d'urgence et a permis de nouveaux tempéraments au secret médical. Alors, l'employeur peut-il solliciter des informations aux salariés sur leur état de santé lié au Covid? Alors, déjà au préalable, je pense qu'il faut déjà définir qu'est-ce que le secret médical avant d'aborder le reste. Oui. Donc déjà, le secret médical signifie qu'un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d'autres personnes. Ah bon, carrément. Voilà, c'est ça le secret médical. Oui. Et à qui s'applique ce secret médical? Alors, il s'applique à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Donc, le secret médical est une obligation générale et absolue. Qu'est-ce qu'il couvre? Alors, il couvre toutes les informations concernant le patient. Oui. Alors, le secret médical s'applique-t-il à tous les patients, ça va aussi bien majeurs que mineurs? Tout à fait. Le secret médical s'applique aussi bien aux majeurs qu'aux mineurs. Cependant, concernant les mineurs, le médecin ou la sage-femme doivent obtenir l'accord du ou du titulaire de l'autorité parentale, parce qu'effectivement, les parents ont des droits et des obligations sur leurs enfants, lorsqu'un acte médical est nécessaire à la santé du mineur. Néanmoins, le mineur peut souhaiter garder le secret sur son état de santé et refuser que ses parents soient consultés. Dans ce cas, le médecin ou la sage-femme doivent essayer de convaincre le mineur, mais s'il maintient son refus, le médecin ou la sage-femme peuvent procéder aux soins. Dans ce cas, le mineur doit se faire accompagner d'une personne majeure de son choix. Mais alors, oui, mais j'allais dire, est-ce que ce secret peut être levé? À quelles conditions? Alors, effectivement, il existe des tempéraments à ce principe. Donc, par exemple, dans le cas d'infraction pénale, donc lorsque le patient est victime de violences physiques, sexuelles, psychiques, lorsque ces violences ont été commises, cependant, l'accord de la victime est nécessaire avant de communiquer l'information au procureur de la République, sauf si la victime est mineure ou incapable de se protéger. De plus, dans le cas des violences conjugales, et si la vie de la victime est en danger immédiat et qu'elle ne peut se protéger seule. De plus, il existe aussi un tempérament concernant, dans le cas où le diagnostic ou le pronostic ou un pronostic grave en cas est engagé et en cas de décès. Donc là, effectivement, ça sera dans le cas où, admettons, il y a un patient, donc il y a un pronostic grave, donc on va lui conseiller effectivement de prévenir des proches pour qu'ils puissent le soutenir dans ce diagnostic, ou lorsque la personne elle est décédée, les parents pourront demander une autopsie pour justement connaître les causes de la mort. Donc dans ce cas, le secret médical est levé. Est-ce qu'à cause du Covid, il y a eu des changements? Donc tout à fait, il y a eu des incidences sur le secret médical. Donc la loi du 11 mai 2020 qui a prorogé l'état d'urgence a permis de nouveaux tempéraments au secret médical. Donc cette loi permet, sans avoir obtenu le consentement préalable du patient atteint du Covid-19, de transmettre le diagnostic de sa maladie à un système d'information permettant de recenser les personnes atteintes du Covid-19. Par ailleurs, l'identité du patient atteint du Covid-19 ne sera pas indiquée aux personnes contacts que s'il donne son consentement express. De plus, le consentement des personnes vivant à son domicile ou des autres personnes contacts ne sera pas non plus nécessaire à la transmission des informations les concernant. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le consentement des personnes contacts ou des personnes vivant au sein du foyer de la personne atteinte du Covid pour transmettre les informations les concernant ce diagnostic. Et ça veut dire que l'employeur, il peut aussi solliciter des informations sur l'employé? Alors là encore, on va d'abord parler du droit commun. Ouais. Donc dans le droit commun, à de rares exceptions, il faut savoir que l'employeur a une obligation de veiller à la sécurité et de garantir la santé de ses salariés. Donc de cette obligation va découler des mesures que l'employeur devra faire pour justement garantir cette obligation de sécurité et de santé au sein du travail, mais cette obligation ne justifie pas que l'employeur doit demander aux salariés des informations sur leur état de santé. Seule la médecine du travail est habilitée à en connaître. Cependant, il y a des exceptions. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 impose également aux employeurs et responsables de certains établissements aux obligations spécifiques, notamment dans le domaine médical, le contrôle de la détention
du pass sanitaire et également le contrôle par l'employeur du respect de l'obligation vaccinale. Mais ça va s'appliquer qu'à des cas spécifiques. Tout à fait. Donc, en dehors de ces cas, non, l'employeur n'a pas demandé d'avoir des informations sur l'état de santé de son salarié. Et s'il y a une violation du secret médical, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il y a une violation du secret médical, il faut savoir qu'une peine est encourue, à savoir, c'est l'article 226-13 du Code pénal qui le prévoit, à savoir une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et il y a des recours dans ce cas-là? Tout à fait. Donc, si on estime qu'on a porté atteinte au secret médical, donc le patient pourra porter plainte à la gendarmerie, au commissariat de police, ou il pourra également porter plainte devant le procureur de la République. Information très importante, d'autant plus dans cette période. Et si vous avez raté le début, allez sur le Facebook de Canal 10 et vous allez trouver tout le début de cette intervention chronique de notre amie Nathalie. On te remercie. À bientôt. Voilà, il est 13h43, il nous reste 17 minutes à peu près pour pouvoir parler de communication avec Madame Kondo qu'on salue. Bonjour. Et je vous dis que les élèves de BTS de communication vous regardent et s'ils ont des questions, ils pourront intervenir directement sur le Facebook de Canal. Alors, première question tout simple, c'est quoi être chargé de communication dans une académie? Alors, déjà... merci beaucoup pour cette invitation, puisqu'apparemment j'inaugure... Vous êtes la marraine, Je suis la marraine de cet instant communication sur Canal 10. Vraiment, j'en suis très, très heureuse, très comblée. Voilà, donc être chargée de communication, aujourd'hui directrice de la communication dans une académie, c'est une charge qui est assez lourde. Ah bon? Oui. C'est une charge qui est assez lourde parce qu'aujourd'hui, la communication a un rôle vraiment central pour les administrations, pour les entreprises. Enfin voilà, aujourd'hui, la communication, elle est partout. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est un rôle un peu central et le mot pression va revenir assez souvent, mais on a quand même une certaine pression dans cet exercice de ce métier. Voilà. Alors, comment ça s'organise au quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Vous êtes devant un ordinateur à regarder ou sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Alors, effectivement, il y a un travail de veille qui est très important, qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste le téléphone, et on fait de la veille. On fait de la veille au niveau des médias, on fait de la veille sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus. Et voilà, et on essaye de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui est en rapport aussi avec notre domaine. Donc pour moi, c'est l'éducation. Et puis tout ce qui va se rapporter à l'actualité de manière générale. Voilà, il y a un gros travail de veille. Et donc ce travail de veille, vous le rapportez à quelqu'un ou bien vous le faites pour vous-même, pour vous garder, j'ai envie de dire, la main? Évidemment, le travail de veille, oui, c'est pour moi-même, pour mon information et puis aussi pour ma direction, pour savoir un petit peu où on en est, où on va aussi, puisque c'est un petit peu ça, la communication est là pour aussi alerter, dire voilà, on est, l'actualité est celle-là, surtout en ces temps un peu troublés, là, avec la crise sanitaire que nous connaissons. Donc effectivement, nous aussi, on doit adapter notre communication, donc adapter la communication de la direction, et donc effectivement la veille est principalement pour la direction. Alors quels sont les moyens de communication que vous utilisez le plus fréquemment? Alors, le plus fréquemment, c'est aujourd'hui... Alors, les choses sont en train de changer. Avant, on était beaucoup sur les médias traditionnels, on va dire la télé, radio, etc. Donc, l'outil, c'était le communiqué de presse pour faire savoir à la presse, pour inviter la presse, etc., à couvrir nos sujets. Aujourd'hui, on est passé vraiment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'information, il faut qu'on la publie. Il faut qu'on la publie sur nos réseaux, sur nos comptes Twitter, Facebook, etc. Enfin bon, on est Facebook, Twitter pour le moment. On nous pousse à aller sur d'autres réseaux. Il n'y a pas encore de WhatsApp. Écoutez, le WhatsApp peut aussi quand même, mais il y a d'autres réseaux qu'on nous demande de développer. On nous demande Instagram, peut-être même TikTok. Enfin. Ah bon? Ça va jusque-là? Ça va jusque-là parce qu'on a des actions pour lesquelles il faut toucher
des cibles jeunes, parce que c'est quand même un domaine où on touche aux jeunes. Et donc, il faut aller là où sont les jeunes pour leur apporter l'information. Voilà. Et donc ça signifie que l'information est moins importante, puisque un communiqué de presse, en général, c'est à peu près une page recto verso, mais un tweet, c'est... Eh bien oui, il va falloir... il faut donner l'information en quelques mots, il faut synthétiser, il faut donner les mots-clés, les mots chocs, enfin voilà. Donc c'est là le travail du communicant, oui. Justement. C'est d'adapter le discours aux différents supports. Il y a plus de tweets ou plus de CP, de communiqué de presse? Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Et là, c'est vrai qu'on est arrivé à un point où on est sur presque à égalité. C'est-à-dire qu'on a le CP, l'information elle est traitée, mais on a aussi le tweet. Parce qu'il faut, on a une communauté qui suit et qui suit sur Twitter. Et le Facebook? Le Facebook, pour avoir un petit peu analysé nos abonnés, on est plutôt sur les familles, les parents d'élèves. Les associations de parents? Les parents de manière générale, les élèves aussi, mais il y a pas mal de lycéens qui se connectent pour avoir des infos. Et donc, on est plutôt sur cette cible-là. Sur Twitter, on est plus sur une cible professionnelle. Oui. Avec les autres académies, de manière générale, on partage pas mal d'infos. Oui. Et du point de vue au général, au quotidien, le matin, quand vous arrivez, vous avez un choix disant ce sera un tweet ou ce sera... Non, j'ai pas de choix, c'est vraiment en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui nous arrive aussi. Oui. Parce que c'est un métier... on est souvent confronté à... On a beaucoup d'imprévus. On peut avoir des situations de crise à gérer. On peut avoir... j'ai souvent aussi des établissements qui m'appellent ou des écoles qui m'appellent qui me disent on a telle opération demain, on a telle opération dans une semaine, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en lumière? Donc, évidemment, on va proposer un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de... Le matin, on a des imprévus. Ça peut être un problème dans un établissement, donc il va falloir réagir assez vite. Évidemment, je travaille au sein du cabinet de la rectrice, donc on est un petit peu... On surchauffe? Un petit peu, ça peut arriver. Alors, l'autre aspect, c'est la relation avec les médias. Comment ça s'organise maintenant? Alors, la relation avec les médias, c'est vraiment c'est le cœur de mon métier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que ça fait un moment que je suis là. Oui. Vous avez vu au moins 2 ou 3 recteurs? Oh là là, non, il ne faut pas dire. J'en ai vu 7. 7 recteurs? J'en ai vu 7. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que les relations avec les médias, avec les journalistes, avec les rédactions, pour moi, c'est le cœur du métier. Parce que c'est par là qu'on va faire passer l'information et les relations que j'ai réussi à établir donc avec les journalistes depuis toutes ces années. Je dis le nombre? Non, je ne dis pas. En moyenne, un recteur, c'est combien d'années? Mais ça dépend. En moyenne, un recteur, ça dépend. Ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 2 ans et demi. D'accord. Ça dépend. Oui, il y a eu un qui a eu 2 ans et demi, je me souviens. Oui, nous avons eu 2 ans et demi. Nous avons eu le premier avec lequel j'ai travaillé. Il est resté un petit peu plus de 5 ans quand même. Oui, quand même. C'était qui? C'était Chardon. Chardon? Ah oui, c'est vrai, M. Chardon. Voilà. Oui. Donc ça dépend. Ça dépend, mais c'est vrai que les journalistes, vraiment, je profite vraiment pour saluer. Je dis mes collègues parce qu'on travaille vraiment... En confraternité. Ah oui, vraiment de concert. Et, on est joignable. Alors, la contrainte aussi, c'est qu'on est joignable. Il faut être joignable pour donner la bonne information. Et moi, je me suis vraiment toujours battue pour donner la bonne information. Et si je ne l'ai pas l'information, je te rappelle, je vais te donner l'information, mais je préfère que tu passes par moi pour avoir l'information qui concerne l'académie ou qui va concerner tel ou tel fait qui s'est déroulé. Ça veut dire que la directrice de la communication doit être joignable, j'ai pas envie de dire H24, mais enfin presque. Hein.
pas H24, mais on doit être joignable. Oui. Il faut être joignable. Et c'est écrit, en fait, quand on prend ce type de poste, il y a une contrainte, c'est ça, hein, c'est la disponibilité. Il faut être disponible. Voilà. Sinon... il faut savoir utiliser son téléphone. Alors, l'autre contrainte, on va en parler, c'est la situation actuelle, qui est la situation de crise. Alors, il y a deux aspects. Il y a la crise quand il y a une grève. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a une longue grève. On a eu l'année dernière, on a eu l'année d'avant. Oui, vous avez vécu toutes les grèves depuis... Non, il ne faut pas dire ça, mais... Oui. Comment ça se passe, cette communication de crise ? Alors, la communication de crise, en communication de crise, ce qui est important, c'est de réagir très vite. Mais bon, la grève en soi, c'est même pas je veux dire, c'est même pas comment dirais-je, la crise on la gère parce qu'il faut recevoir les syndicats, évidemment. Il y a un dialogue social qui s'établit, etc. Donc, tout de suite, oui, il y a les médias qui demandent à avoir des éléments, à avoir un retour, savoir ce qui se passe. Voilà. Mais ce qui me marque le plus, c'est souvent les crises. Voilà, c'est Irma, c'est ce type de crise où tout est impacté et il faut réagir vite. Et la communication, parfois, je suis un peu, je suis un peu casse-pied. Oui. Je suis un peu casse-pied parce qu'il me faut des informations, il faut savoir ce qui se passe. Et très souvent, je dis attention, il y a le journal de 13h. Même si aujourd'hui, on a une information continue aussi, qui joue en notre faveur, des faveurs, je ne sais pas trop, mais on a une information continue, il faut prendre ça en compte aussi. Voilà, on est sur toutes les heures, voilà, on a des chaînes en continu, pas des chaînes locales, mais on a des chaînes en continu. Et même si au niveau local, on n'a pas une chaîne en continu comme ça, on a quand même les réseaux sociaux, on a quand même les sites internet, on a les sites voilà, vos sites, des médias qui publient aussi. Voilà, sans attendre le 13h. Avant, on attendait le 13h, on savait qu'on avait du temps pour préparer nos communiqués, etc. avant le 13h. Jusqu'à 12h45, j'avais une petite limite. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. Et Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux et les oreilles un peu partout. Ah, c'est cela. Oui, régulièrement comme ça. Régulièrement, c'est ça. Est-ce que c'est fatigant ? Très. Stressant. On a et voilà, je l'ai dit au début, on a une pression qui est très forte. On a une accélération comme ça du traitement de l'information qui fait qu'on est sous pression. Ouais. On est sous pression. Et on a aujourd'hui aussi la pression des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un événement peut se passer dans un établissement scolaire, et bien tout de suite, soit les élèves vont réagir, les parents, etc. On n'a même pas, alors le chef d'établissement n'a même pas encore le temps, lui, de gérer la situation, parce que c'est quand même lui qui doit gérer la situation, il doit informer le rectorat, dire voilà comment ça se passe, etc. Et on est déjà en fait au cœur du sujet, et il y a déjà un journaliste évidemment qui a reçu l'info et qui dit alors c'est vrai, écoute... Je vérifie l'information et je reviens vers toi. Alors ça, c'est ma phrase fétiche. J'allais poser la question que sur les réseaux sociaux, les fake news, comment vous faites ? Alors, les fake news, soit on peut faire un démenti, soit on va justement... Vous réagissez immédiatement ? J'essaye de réagir immédiatement. Oui. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, justement, la relation de confiance que j'ai avec les journalistes fait que, aujourd'hui, quand ils reçoivent des fake news, ils se disent, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, on m'appelle... Fake news ou... Oui, fake news. Donc tout de suite, ça fait redescendre en fait le soufflet. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on est obligé de travailler aujourd'hui. Avant-dernière question, comment on prépare une conférence de presse pour la rectrice, par exemple ? Alors, on prépare, il faut réunir les éléments. Il faut réunir les éléments sur le sujet donné et puis travailler en amont. La rectrice, elle est quand même entourée, elle a des collaborateurs, elle a des conseillers techniques, donc elle fait appel aussi à ces personnes-là pour travailler sur le sujet en amont. Et le communicant, il doit tout organiser, donc organiser la conférence de presse, contacter la presse, être sûr que la presse soit là, parce que c'est aussi un enjeu très important pour nous. Une conférence de presse sans médias, ça arrive quand même. C'est un peu inconfortable. Eh bien, ça m'est arrivé. Ah bon? Ça m'est arrivé. Pas souvent, mais ça m'est arrivé. Dans ce cas-là, sur qu'est-ce des qu'on sujets. Dans ce cas-là, on annule? Non.
On prend sur soi et on fait avec le média qui est là. Et heureusement aujourd'hui, justement, on a des canaux de diffusion qui nous permettent de diffuser l'information et de quand même faire passer le message. Oui. Voilà. Deux petits mots quand même sur, quand on est dans ce métier, sur la formation. Elle est permanente? Elle est permanente et comme c'est un métier en plus qui évolue très vite, c'est un métier en fait, la communication s'est professionnalisée, mais très vite. Très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait des community managers. Voilà, c'est pas un domaine. Au début, moi, quand j'ai été formée, il y a de nombreuses années, on nous disait, voilà, vous êtes polyvalent, vous savez tout faire. Il faut à peu près traiter l'image, il faut tout faire. Un peu de vidéo, un peu tout. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ça a créé des vrais métiers. Il y a des infographistes, il y a des community managers, il y a des personnes qui animent des réseaux, qui animent des communautés. Donc, il y a diverses professions qui sont nées au fur et à mesure. Et effectivement, il faut se tenir au courant, il faut se former parce qu'on est dans un domaine qui bouge énormément et qui bouge très vite. Ça signifie qu'une directrice de communication a un staff, théoriquement, j'ai dit. Théoriquement, elle a un staff. Moi, j'ai un assistant, d'ailleurs, que je salue, qui est Stéphane, et à qui je demande des fois beaucoup. Alors, il fait quoi? Réseau, infographie? Alors, il fait réseau, il fait beaucoup aujourd'hui de vidéos. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire et on passe beaucoup par la vidéo. Donc, lui, il s'est formé justement sur la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Mais normalement, on devrait avoir un staff. Oui. Mais je passe beaucoup par... disons que j'ai la chance d'avoir un réseau en établissement qui me permet aussi d'alléger la tâche et de passer par un certain nombre de personnes. Voilà. Bien, écoutez, on vous remercie. On espère que nos élèves du BTS ont suivi l'information, puisqu'il y aura nécessairement un retour avec des questions sur le Facebook. Et la prochaine invitée, je crois que c'est la chargée de communication de Cap Excellence. Sinon, on va rapidement rappeler que depuis ce matin, on a reçu d'abord Félix Filmen, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Avec lui, on a fait le point sur la situation à la suite d'un communiqué que le parti a sorti. Nous avons reçu aussi Eva Gérion et Dr Tony Romuald, puisque c'est la période de 1 mois sans alcool, éviter les addictions. On vient d'avoir Nathalie Jacobi-Corly, notre juriste avec elle. On a fait le point sur le Covid et sur justement le secret médical, ce qui est très important, surtout dans la période actuelle. Puis on vient de terminer avec la marraine de cette nouvelle séquence dans le ZCL, c'est-à-dire la com pour les élèves avec des professionnels. Ce sera comme ça tous les jeudis à la même heure vers 13h30. Sinon, on remercie notre réalisateur, puisqu'avec lui, on a fait un petit tour sous le micro majoritaire avec la conférence de presse qui a eu lieu hier. C'était hier à la préfecture. Le restaurateur, on fait le point sur les nouvelles mesures. Et puis, sur Margaillard, vous retrouvez cette information ce soir dans le Focus. Merci. Il est 14h. Demain, on se retrouve pour une nouvelle édition du ZCL News, toujours en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT. Voilà, il bout de plus de là, à donc demain. Je fais ce métier depuis 14 ans, puisque en tant que future maman, j'ai poussé les portes de mon entreprise pour y être adhérente. J'avais alors 23 ans et j'étais soucieuse de protéger mes proches, être responsable de ma santé. Alors moi, ce que je préfère dans mon travail, c'est la formation de mes équipes, c'est les tirer vers le haut. Mon objectif professionnel aujourd'hui, c'est de m'épanouir dans mes missions, de pouvoir apporter aux Antillais, en tout cas, une protection sociale adaptée à leurs besoins. La MMG, c'est vous, c'est nous, et ce depuis 88 ans.
pour moi important que je puisse souscrire à une mutuelle antillo-guyanaise avec des acteurs locaux. Mon conseiller, il s'est vraiment axé sur mes besoins, sur mon activité. Il m'a posé plein de questions pour savoir ce que vraiment j'avais besoin. On n'a pas le temps d'aller faire la queue à l'agence. Donc, c'est un énorme atout d'avoir un conseiller mutualiste privilégié. Je n'ai pas à attendre, ça facilite la vie. L'AMMG, c'est vous, c'est nous. Et ce, depuis 88 ans.